En 1905, Bell de Costa Green a été engagé par John Pierpont Morgan pour être sa bibliothécaire personnelle. Ils sont vite devenus proches, suscitant rapidement des rumeurs de liaisons scandaleuses. Finalement, elle a transformé sa collection en l'une des plus grandes bibliothèques du monde, gagnant des millions au passage. Que Bell avait un secret choquant, un secret qui, s'il était révélé, aurait pu tout ruiner. Bell d'Acosta Green est née le 26 novembre 1879 à Washington, district de Columbia, sous le nom de Bell Marion Green, mais le nom avec lequel elle est née ne serait pas celui dont l'histoire se souviendrait. Comme nous le verrons bientôt, elle changera plus tard de nom pour certaines raisons. Le père de Bell était Richard T. Greener. Il fut le premier Afro-Américain diplômé du Harvard College en 1870, ouvrant la voie à sa carrière influente. Il est ensuite devenu un éducateur éminent, un lobbyiste politique et un leader de la communauté noire à Washington, district de Columbia. Son héritage s'est accru en devenant doyen de la faculté de droit à l'université Howard. La mère de Bell, Geneviève Ida Fleet Greener, venait d'une famille progressiste influente de Washington. Elle était aussi éducatrice et musicienne, si bien que Bell a grandi dans un foyer imprégné d'intellect, d'art et d'ambition, un environnement qui a profondément marqué sa jeunesse. Geneviève et Richard ont eu 6 enfants après leur mariage en 1874. La jeunesse de Bell, libérale et relativement aisée pour une famille afro-américaine de l'époque, fut aussi tumultueuse. Son père était en pleine ascension, obtenant des postes influents à la fois dans le gouvernement et dans l'éducation, notamment au bureau du contrôleur du Trésor américain et en tant que secrétaire de l'association du Monument Grant. Pendant ce temps, Bell et sa fratrie recevaient à Washington une éducation domestique bien plus avancée que la norme de l'époque. La famille côtoyait aussi de grands intellectuels afro-américains comme Frederick Douglass et W.E.B. Du Bois, se retrouvant ainsi au centre de la lutte pour le progrès racial. Cependant, la famille fut bientôt déchirée par une révélation dévastatrice. Richard découvrit que sa femme, Geneviève, avait déclaré leur famille comme blanche lors d'un recensement. Pour un homme dévoué aux droits civiques, c'était une trahison profonde non seulement de son travail, mais aussi de leur propre identité. Ils se sont séparés après cela, sans jamais divorcer. Richard s'est installé en Asie pour un poste à Vladivostok, récemment acquis par l'Empire russe après la Seconde Guerre de l'opium contre la Chine. Là-bas, il a épousé en bigamie Michi Kawashima, une japonaise, et a eu 3 enfants avec elle. Après la séparation de ses parents, Bell et ses frères et sœurs ont subtilement modifié leur identité, en retirant le R de leur nom de famille, le changeant de Greener à Green. Bell a abandonné son 2e prénom, Marion, adoptant d'Acosta pour revendiquer des origines portugaises, expliquant ainsi son teint plus foncé et se faisant passer pour européenne. Sa mère a adopté le nom Van Vliet pour s'inventer des origines néerlandaises. Ils pouvaient agir ainsi et se faire passer pour européens grâce à la peau claire de leur famille, malgré leur ascendance afro-américaine. Avec le temps, ces inventions ont renforcé la rupture avec leurs racines afro-américaines. Bell et ses frères et sœurs se sont également éloignés de leur père et, bien qu'il ait vécu jusqu'en 1922, Bell ne l'a pratiquement jamais vu à l'âge adulte. En 1896, Bell s'est vu offrir un poste au Northern Cemetery for Young Ladies dans le Massachusetts et a reçu une bourse pour y étudier. Elle a passé 3 ans ici avant de travailler à l'école d'été du Amherst College. Ce poste, bien que bref, a été formateur et lui a permis d'étudier le catalogage et l'archivage en bibliothèque. À cette époque, gouvernement et institutions cherchaient à organiser et cataloguer d'immenses archives accumulées sur des siècles, souvent entassées en une masse de papier dans des sous-sols. En 1902, armé d'une formation avancée et d'un cours spécialisé de bibliothécaire d'Amherst, Bell fut recruté par l'université de Princeton pour travailler dans sa prestigieuse bibliothèque et ses archives. Au cours des 3 années suivantes, elle a perfectionné son art et acquis une expérience précieuse, mettant la théorie en pratique. C'est ici qu'elle croisa la route de Junius Spencer Morgan II.
Junius était le neveu de Jean-Pierre Pointe-Morgan, le financier d'entreprise le plus puissant et le plus riche de l'époque. Comme d'autres titans de l'âge d'or, la famille utilisait sa fortune pour la philanthropie. Junius était un mécène important de la bibliothèque et de la collection d'art de Princeton. Impressionné par l'expertise de Bell, il la recommanda à son oncle en 1905, lorsque le magnate de la banque décida d'engager un archiviste et un bibliothécaire pour organiser sa propre collection immense et toujours croissante de livres obtueux et de documents. Ce serait le début d'une nouvelle vie fascinante pour Bell. Avant de devenir la Morgan Library and Museum, ce trésor culturel fut initié à la fin des années 1850 par le jeune John Pierpont Morgan. À peine dans la vingtaine, Morgan était déjà captivé par l'art de l'écriture manuscrite, collectionnant méticuleusement des spécimens rares qui allaient déclencher une passion durable pour l'écrit. Mais ce n'était que le début. À mesure que la richesse de Morgan montait en flèche, son appétit insatiable pour la collection grandissait lui aussi. Cette fascination s'est transformée en un empire époustouflant de livres rares, de manuscrits anciens, de vitraux, de dessins exquis, de sculptures anciennes et bien plus encore. Lorsque Bell fut présenté à lui en 1905, les collections de Morgan étaient devenues un labyrinthe chaotique de trésors, un magnifique désordre d'artefacts sans ordre ni système. Une bibliothèque n'est utile que si l'on peut s'y retrouver. Sans structure, ce n'est qu'un bâtiment rempli de merveilles que personne ne peut trouver. Bell, avec son esprit vif et sa vision novatrice, est intervenu pour transformer la collection. Mais serait-elle à la hauteur de la tâche ? À son embauche, en 1905, Bell d'Acosta Green rejoint une bibliothèque Pierpont Morgan encore loin d'être l'institution publique actuelle. Niché dans un bâtiment privé sur Madison Avenue, c'était essentiellement le trésor personnel de John Pierpont Morgan. Bell est devenue la bibliothécaire personnelle de Morgan, chargée de gérer de nombreux documents. Avec précision et détermination, elle a commencé à cataloguer la collection par thème et par type, transformant le chaos en ordre. Pour la première fois, les objets s'étaient retrouvés sans longue recherche, transformant le désordre en bibliothèque fonctionnelle. Mais Bell ne s'est pas arrêtée là. Au fil des ans, elle a organisé des événements et expositions, dévoilant la collection privée de Morgan. Avec le temps, le rôle de Bell a largement dépassé celui de bibliothécaire. Elle est devenue une confidente de confiance et une sorte d'assistante personnelle pour Morgan. La réputation philanthropique croissante de la famille Morgan attirait de plus en plus de demandes de financement pour des projets artistiques, universitaires et culturels. Tous convoitaient le loin la fortune du célèbre banquier. Bell, avec son instinct aiguisé et son œil avisé, endossa le rôle de gardienne. Elle devint la première défense, examinant minutieusement ses demandeurs et leurs propositions. Seuls ceux qu'elle jugeait dignes de l'attention de Morgan passaient à travers. La proximité de Bell avec Morgan a inévitablement suscité des rumeurs sur une relation au-delà du professionnel, des murmures qui persistent depuis plus d'un siècle. Quand ils se sont rencontrés en 1905, Bell avait 26 ans et John Pierpont Morgan 68 ans. Bien qu'il fût marié, il était reconnu pour ses manières de séducteur et avait de nombreuses maîtresses. Green a même admis avoir eu un grand béguin pour lui. Elle n'a jamais confirmé ni nié ces rumeurs, mais interrogée sur sa liaison avec Morgan, elle aurait répondu « Nous avons essayé ». Était-ce une taquinerie ou un aveu énigmatique ? La vérité demeure insaisissable, mais vu la confiance et la richesse que Morgan lui a donnée, on peut penser qu'il se passait sûrement quelque chose. Bell a fini par toucher un salaire étonnant de $10 000 par an, soit plus de $300 000 en valeur actuelle, une somme inouïe pour un bibliothécaire. Lorsque Morgan est décédé en 1913, il lui a également légué la somme stupéfiante de $50 000 dans son testament, l'équivalent de plus d'1,5 million aujourd'hui. Pourquoi une telle générosité ? Est-elle devenue millionnaire seulement grâce à son travail remarquable, ce qui est incontestable ? Ou un lien plus profond les unissait-il ? Il y a aussi la question de ce que Morgan savait réellement sur les origines de Bell. Bien qu'elle se soit présentée comme une femme blanche d'origine portugaise, elle était en réalité noire et avait construit son identité pour franchir les barrières raciales de l'époque. Étant donné les innombrables heures qu'ils ont passées ensemble, à travailler côte à côte, à voyager, à discuter,
Morgan pouvait-il vraiment ignorer la vérité? Ou a-t-il simplement choisi de détourner le regard, captivé par son intelligence et son charme? Malheureusement, il n'existe aucune preuve définitive de tout cela, et on ne peut que spéculer. Le consensus actuel étant qu'il n'était sans doute pas amant et que Morgan ignorait l'identité réelle de Bell. Dans les années 1910, il était clair que la position de Bell était bien plus que celle d'un simple bibliothécaire. Elle devait gérer l'institution et enrichir ses collections, bien qu'elle ne devienne directrice que dans les années 1920. Dès 1908, elle parcourait le monde pour assister à des enchères et rencontrer des collectionneurs afin d'acquérir de nouveaux objets. Morgan, avec qui elle a traité jusqu'à sa mort, puis son fils et principal héritier, John Pierpont Morgan Jr., lui faisait entièrement confiance et lui permettait de dépenser leur argent à sa propre discrétion. Les intérêts de Bell ont largement dicté le développement de la bibliothèque et du musée durant la première moitié du XXe siècle. Elle avait un intérêt particulier pour les manuscrits médiévaux, et en conséquence, la Morgan Library and Museum possède aujourd'hui l'une des plus grandes collections de manuscrits enluminés et de peintures miniatures médiévales au monde. Un objet précieux est l'un des premiers et des plus richement illustrés exemplaires de La Motte d'Arthur de Thomas Malory, un classique médiéval. Bell a déboursé 50 000 $ lors d'une vente aux enchères. Il s'intéressait aussi à l'art et la littérature orientaux, africains et asiatiques, issus de l'Afrique précoloniale, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, avant l'influence occidentale. Elle a acquis des pièces comme le livre des évangiles éthiopiens du XIVe siècle, une collection d'évangiles chrétiens produite en Éthiopie, où l'Église éthiopienne capotique s'était développée en isolement du reste du monde chrétien. Souvent, lors des enchères pour de tels objets, Bell affichait une attitude agressive, refusant de se laisser dépasser lorsqu'elle avait repéré quelque chose de particulièrement précieux. Mais elle avait l'œil vif et ne dépensait pas excessivement pour des objets qui n'en valaient pas la peine au début des années 1920. Bell a supervisé la transition de la Morgan Library, passant d'une institution privée qui organisait des événements ouverts au public à une institution entièrement publique. La bibliothèque Pierpont Morgan a ouvert en 1924 avec Bell comme première directrice, poste qu'elle a sans la occupé près d'un quart de siècle. Initialement, elle accueillait une dizaine de visiteurs, mais la bibliothèque s'est agrandie avec de nouvelles annexes au fil de l'augmentation de ses collections et de sa popularité. À la fin de son mandat, la bibliothèque abritait des milliers de livres et de manuscrits rares, des dizaines de milliers d'objets artistiques et muséaux, ainsi que des centaines de milliers de livres et de manuscrits moins rares. Bell fut une pionnière, bibliothécaire et remarquable collectionneuse. Elle a aussi marqué la haute société new-yorkaise par son style. Elle s'habillait élégamment, souvent avec des chapeaux à grandes plumes. Dans les années 80, à l'époque du Bourbon Salt et du jazz, elle avait souvent un verre et une cigarette en main. Elle rappelait souvent qu'être bibliothécaire n'impliquait pas d'être réservée ou silencieuse. Elle ne s'est jamais mariée, sans doute car on attendait des femmes qu'elles quittent leur carrière pour fonder une famille après des enfants. Cependant, elle a trouvé l'amour. En 1909, elle rencontre Bernard Berenson, expert en art de la Renaissance. Leur relation, mêlant romance, amitié et partenariat intellectuel, dura des décennies. Ils ont échangé des lettres passionnées et ont passé du temps ensemble en Europe et en Amérique. Malgré leurs liens, ils n'ont jamais cohabité. Bernard était marié et Bell voulait rester indépendante. À la place, sa mère Geneviève a vécu avec elle pendant une grande partie de sa vie plus tardive, et Bell a également joué un rôle important dans l'éducation de l'un de ses neveux. Bell n'a pris sa retraite de la direction de la bibliothèque Pierpont Morgan qu'en 1948, alors qu'elle avait plus de 60 ans. Déjà en mauvaise santé à ce moment-là, elle a assisté en fauteuil roulant à l'exposition organisée un an plus tard à la bibliothèque pour présenter tout son travail acquis au fil des ans. Elle s'est morte un an plus tard, le 10 mai 1950, d'un cancer à l'hôpital Saint-Luc de New York. Elle avait 70 ans. Le New York Times a annoncé sa mort, la décrivant comme l'une des bibliothécaires les plus célèbres du pays. Green ayant détruit la plupart de ses documents personnels avant sa mort, de nombreux aspects de sa vie et de son travail restent obscurs. Cependant, ses lettres à Bernard, de février 1909 à mars 1949,
constitue en toi la collection la plus complète de ses documents personnels. Son héritage est immense. Aujourd'hui, la Morgan Library and Museum, comme elle a été renommée, est considérée comme l'une des plus belles bibliothèques et collections d'art au monde à avoir été développée grâce à des fonds privés. Hormis John Pierpont Morgan, nul n'a autant contribué à son développement. Belle d'Acosta Green. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Belle d'Acosta Green, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous et si vous avez d'autres suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Voilà, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.